Mesdames et messieurs, bonsoir. Ladies and gentlemen, thank you all for coming. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. On va découvrir trois étonnants lecteurs et lectrices. Soyez attentifs à vos téléphones. Thank you very much to watch out for your phones. And I'm going to pass it on to Mr. Broca tonight. Is it Mr. Broca tonight? It is going to be fantastic, I can tell. I think you have a lot to say tonight. So of course. It's going to be good. Now, can somebody hear? Yeah, it works. It works. Thank you very much. Merci Michael Woolworth qui nous accueille depuis bien des années dans son atelier, cet espace superbe qu'il réarrange pour nous et qu'ils ont repeint aujourd'hui. Donc pour notre dernière lecture, c'est un espace renouvelé. Oui, admiratif. Voilà, exactement. Ils et elles sont Sarah, Anna, Gaëtan, Oregan et donc Michael de l'atelier Michael Woolworth, et on est à nouveau ravis d'être ici pour cette donc dernière lecture de la soirée de la saison de Double Change. Double Change, c'est un collectif avec Olivier Brossard et Abigail Lang ici, dans lequel on travaille, on va dire, et d'autres encore qui ne sont pas là aujourd'hui. Et c'est vrai que dans le contexte actuel, je trouve que ces lieux, à la fois des lieux comme celui-ci, très présents, très marqués, et des lieux comme le collectif qui est le nôtre, ça fait maintenant 25 ans, je crois, qu'on travaille à faire écouter, lire des poètes et des poétesses nord-américaines, anglophones et francophones, et qu'on les traduit. Je crois que ce lieu est un lieu absolument décisif, même si ça ne changera peut-être pas grand-chose au résultat de l'élection en cours, mais en tous les cas c'est décisif de trouver des lieux, je trouve, où on puisse à nouveau se parler, ou encore se parler, et peut-être seront-ils encore plus vitaux dans quelques semaines. En tous les cas, ce soir, donc, nous avons la chance d'entendre trois lectrices, Valérie Schoen, Johanna Skibsrud, yes, et Etaïn Sver. Etaïn que je connais depuis fort longtemps, et c'est un plaisir de la réaccueillir dans ce lieu. Elle était venue ici, comme public, et maintenant comme personne qui va lire. Et on est ravis de ça. Alors c'est Johanna qui commencera, ensuite Etaïn, et Valérie qui terminera la lecture. Cette lecture, c'est aussi, et c'est souvent comme ça à Double Change, une lecture qui passe par des éditeurs et des éditrices. C'est vrai que de temps à autre, les poètes ou les poétesses qu'on fait lire sont des poètes qui nous sont envoyés en quelque sorte ou recommandés par les éditeurs. On ne les connaît pas forcément, ces poètes, et c'est le propre de Double Change que aussi de nous faire découvrir des personnes et de les traduire sur le moment. Donc Abigail traduit Valérie, moi je traduis Johanna, et on n'a pas pu mettre en place une traduction pour Etaïn. C'est vrai que les auteurs francophones, souvent dans Double Change, c'est un peu le point aveugle, les auteurs francophones ne sont pas forcément traduits. Je disais des éditeurs, pourquoi? Parce que les trois personnes qui lisent ce soir sont publiées par des éditeurs très importants, que ce soit pour Valérie, Ugly Duckling Press, pour Etaïn, c'est les éditions du Commun, et on avait accueilli Aurélie Olivier à 2 reprises cette saison pour son fabuleux livre, et donc on peut saluer les éditions du Commun parce que, y compris dans ce moment, je ne vais pas tout ramener au moment actuel, mais y compris dans ce moment, ce sont des éditions qui font un travail militant extrêmement important à Rennes, y compris dans le quartier où ils sont situés à Rennes. Pour les populations du quartier, ils font un travail extraordinaire. Et puis au-delà de ça, pour la poésie, une poésie peut-être allant de l'expérimental jusqu'à des choses non expérimentales, ils sont absolument cruciaux. Donc j'ai dit Valérie, j'ai dit Etaïn, et puis Johanna est publiée par Bookhug, qui est là aussi une maison d'édition qu'on aime beaucoup.
voilà. Alors, donc, je vais présenter Johanna. Johanna, donc, écrit de la fiction, de la non-fiction et de la poésie, et c'est pour ça qu'elle est ici ce soir. Et son dernier recueil de poésie s'appelle Medium, et il a été publié en 2024 chez Book Hug. Elle avait publié un autre livre qui s'intitule Fool, et qui est le résultat de son travail autour des clowns ici en France, mais pas que en France. Elle avait travaillé en tant que chercheuse Fulbright à l'école Philippe Gaulier. Elle enseigne la littérature anglaise, c'est comme ça qu'on dit, même si ça ne veut pas dire grand-chose, English, voilà, on va dire ça, et l'écriture créative à l'université d'Arizona. Et elle vit en partie à Tucson, dans l'Arizona, et en Nouvelle-Écosse, au Canada. Alors, donc, je vais lire avec elle ce soir les traductions des textes qu'elle m'a envoyés, et je veux la remercier beaucoup d'être ici ce soir. On peut l'applaudir. Comme ça, Michael? Oui, pour que vous l'ayez, parce qu'on s'entendait moins. Ah oui, ah oui. Just hello, can you hear me? Yes, thank you so much for that introduction, and I've lost my voice, but I'm hoping that I can still project and I can still share these poems with you. It's just a really amazing pleasure to be here. I've frequented the Double Change reading series on a few different occasions when I've had the opportunity to be in Paris, and I've just been gained a lot of inspiration from those occasions, and so it's a grand plaisir to be here with you tonight and sharing my own work. And there's many very special people in the audience for me tonight, and all of you. And just thank you for coming. This book is a book that started for me about 10 years ago. Well, no, more than 10 years ago, and I know because my daughter is here and she's about to turn 10 years old, and the origins of it were when I was pregnant with her, and I started thinking about the many different ways that women over the course of history have acted as mediums, not just in a spiritual sense, or as well as in a spiritual sense, also in a physical, material, biological sense. And I just started to thinking about the ways that those are so often, have more to do with each other than we give credit for. So the result was this book, in which I kind of follow that thought, and various threads. Maybe there were countless directions, but I chose some directions to follow to learn more about the lives and histories of some historical women who have served as mediums, again, in various different ways and overlapping ways. So I'm going to share a few of them tonight. I'll just say this. Oh, yes. Was this fine for everyone, or do I need to translate into French? Fine. Ah oui, non, mais si je le dis en anglais, ça va pas marcher. Est-ce que ça allait en anglais pour tout le monde? Et ou est-ce que je dois traduire? Si je peux traduire rapidement. Ok, fine, va bene. Okay. So each poem begins inspired by the tradition of the troubadours. I begin each poem with a vida. It's a concise biographical sketch of the historical figure, and then comes the voice of the poem itself. So each time we'll do those, right? The vida and then the poem. Yeah. Donc elle commence chaque poème par une vita, donc comme les troubadours le faisaient, une vita donc sur la personne, sur cette personne médium, comme elle a expliqué, et ensuite le poème que dit cette personne en quelque sorte. Donc on va alterner les lectures, et à un moment on fera autre chose. Et il y a un des poèmes qui en français est plus court qu'en anglais suite à des choses de fichiers, mais voilà.
like Vincent said too, I simultaneously was working on this project, which was a very lucky, brought me to France, thinking about the clown, and what inspired that was this idea. Somebody has told me, you know, it's not necessarily about being funny, but being about making oneself vulnerable and making direct contact with the audience. And so they're two very separate projects, but for me, you know, they're also one and the same in many ways. And so I hope you will, share in some of that that too, or that will be evident at some point as well for you. Finally, the last thing I'll say is just that I'm really moved and honored to have in the audience my Aunt Peggy, who the book is dedicated to. It's dedicated to 3 women, my mother and my 2 aunts, Ellen and Peggy. We lost Ellen in December. I wasn't able to share this book with her, but to me, you know, this book is very much about, you know, the maybe more proximate, you know, terrain between what we think of as visible and what is invisible, what's known and what's unknown. And you know, tonight that feels very true for me. I feel I'm sharing this with Peggy, but also with Alan as well. So thanks for being here, Peggy. I'm going to start at with the first poem in the book, and I guess the poem that started this whole collection for me. It's called The Sibyl Speaks. So the Vita first. Linked to the mother goddess, Sibyl, worshipped by the Greeks as the deity of bees and caves, the ancient Sibyls were prophets and seers. The first recorded mention of a Sibyl is by Heraclitus, who in the 5th century BCE wrote of a, quote, frenzied mouth, uttering things not to be laughed at, unadorned and unperfumed, of a voice that, quote, reaches to 1,000 years by the aid of a god. The Sibyl speaks. A voice is an opening, nothing more. A hesitation between breath and word, idea and form. A hesitation that seizes, that takes hold, as the flickering of a flame, a sudden gust of wind, a brief embrace. They come. For centuries they've come. In the name of peace, of war, of love, and of bitterest revenge, I've been entreated. For centuries, heeded and ignored, flattered and defiled, scolded and praised. I've been approached at every hour, from every angle, and by every manner of men of whom I can say only this: there has been very little shame. And yet still they come slowly, are careful not to look me in the eye, and know enough to whisper as they beg for directions to the entrance of hell. Still, they need a door, a madwoman, a way of marking the distance between my voice and theirs, between language that speaks and the sound wind makes as it whistles through the cracks in hollowed stone, between what exists, what is, and what war. Fierce war, I say. I see the Tiber, the Euphrates, the Yangtze, the Nile. I see the Mekong, the Volga, the Gila, and the Mississippi River all running with blood. Go ahead. Call it something. Give it a name. That which glides like a wave that never breaks, or a horizon that can never be drawn. That which has no point of view, so cannot therefore be entered, let alone exited, let alone measured or claimed. Still, they feed me on bulls from the field, raised corn and the blood of their own daughters and sons.
Still, they need a door, an entrance, and permission to enter, an exit, and the idea of return. They need a finger to point with, and rage. They need a body, and a hole in that body. They need to hear the wind whip through my open jaw. Look, you here, lingering at the chipped rock by the open door, afraid like all the others. Listen to the wind and to the voices outside, to animals in heat, gulls in flight, children laughing and being born. Smell the stench of meat on the altar, of wood burning, of the dampness of grass after summer rain. Feel the pang of hunger and the first tremors of love. Taste salt and bread, fear and longing, blood, water, wine. I cannot reveal any more. I can only address you, you who have come, like all the others have come. Liée à la déesse mère Cybèle, vénérée par les Grecs comme la déesse des abeilles et des grottes, les Sibylles antiques étaient prophètes et voyantes. La première mention attestée d'une Sibylle se trouve chez Héraclite, qui, au 5e siècle avant notre ère, parlait d'une bouche délirante, proférant des discours sans rire, sans phare, sans fragrance, d'une voix qui se fait entendre à 1000 ans de distance grâce à son Dieu. Le titre, c'est « La Sibylle parle ». Une voix est une ouverture, rien de plus. Une hésitation entre souffle et mots, idée et forme. Une hésitation qui s'empare de vous, vous retient, comme le vacillement d'une flamme, une bourrasque soudaine, une courte embrassade. Ils viennent. Pendant des siècles, ils sont venus, au nom de la paix, de la guerre, de l'amour et de la revanche la plus implacable. On m'a imploré. Pendant des siècles, écouté et ignoré, flatté et dénigré, injurié et louangé, j'ai été consulté à toute heure, depuis toutes sortes de perspectives et par toutes sortes d'hommes sur lesquels je me bornerai à dire « ils ont exprimé très peu de honte ». Et pourtant, ils viennent, toujours lentement, font attention à ne pas me fixer du regard, sont assez habiles pour murmurer lorsqu'ils supplient qu'on leur montre l'entrée de l'enfer. Et pourtant, ils ont toujours besoin d'une porte, d'une folle, d'une façon de manifester la distance entre ma voix et la leur, entre le langage qui parle et le sifflement que fait le vent lorsqu'il passe dans les fentes de la roche, entre ce qui existe, ce qui est, et ce qui... La guerre féroce, dis-je. Je vois le Tibre, l'Euphrate, le Yangtze, le Nil. Je vois le Mékong, la Volga, la Gila, le Mississippi noyé de sang. Allez, nomme cette chose, donne-lui un nom. À ce qui glisse comme une vague qui jamais ne s'écrase, ou un horizon qu'on ne pourra jamais dessiner, à ce qui n'a pas de point de vue, et qu'on ne peut pas pénétrer, et dont on ne peut encore moins sortir, qu'on ne peut ni mesurer ni s'approprier. Toujours, ils me nourrissent de taureaux de leurs champs, de maïs fauché, du sang de leurs filles et de leurs fils. Toujours, ils ont besoin d'une porte, d'une entrée et de la permission d'entrer, d'une sortie et de l'idée d'un retour. Ils ont besoin d'un doigt pour dénoncer et de la rage. Ils ont besoin d'un corps et d'un trou dans ce corps. Ils ont besoin d'entendre le sifflement du vent à travers ma bouche ouverte. Regarde, toi, là, qui t'attarde près de la roche ébréchée de la porte, craintif comme les autres. Écoute le vent et les voix à l'extérieur, les animaux en chaleur,
les mouettes en vol, les enfants qui rient ou qui naissent. Sens la puanteur de la viande sur l'autel, le bois qui brûle, l'humidité de l'herbe après une forte pluie estivale. Éprouve la douleur de la faim et les premiers frissons de l'amour. Goûte le sel et le pain, la peur et le désir, l'eau, le vin et l'amertume des lames d'autrui. Je ne peux en révéler plus, je ne peux m'adresser qu'à toi, toi qui es venu, comme les autres sont venus. Thank you so much. It's like amazing to hear not only in another voice, in another language, and it feels really fitting for these poems. So I just really can't thank you enough. And so, thank you. I'm going to read a second poem. Actually, we're going to read. So we'll do it once, Yeah. like this, Okay. and then again. Okay. Yeah? Okay, Is we'll that do okay? that. Sure. Yeah? Yeah. So, Elizabeth of Schonau, 1129 to 1164, was a German Benedictine abbess who became famous during her lifetime for her prophetic wisdom and ecstatic visions, accounts of which were transcribed by her brother Egbert. In all, Elizabeth filled 3 volumes with descriptions of visions that ranged from detailed accounts of visitations from Jesus and Mary to assaults by the devil to admonitions directed at contemporary figures of power. The Catholic Church has remained divided over the value and credibility of Elizabeth of Schonau's visions, and it is unclear how much or for what purposes her brother altered and edited her dictations. O body, become a body. Become a cup, a pen. Become a thing that can be tipped and spilled, become a way of spilling. O body, become a cup, a pen, a spilled thing. Become a branch, a rock, a shallow grave. Become a voice, a call. O body, become a voice and a way of listening as the earth listens to grass growing overhead, or to graves being dug as a chicken listens to a knife, a shadow to a passing cloud. All night, I sat up wondering. I kept thinking it was quite simply unbelievable in light of the history that the body is even connected to the soul, or that the soul might in any way correspond with what the soul is not, or that what the soul is not might in any way be permitted to enter or be transmitted by what is, in light of the history, permitted a soul. Or that what is permitted a soul is, in light of the history, in any way separate from or communicable without what has not yet been permitted. Or that, O body, O divine body, could it be that after all there is nothing to rejoin? Could it be that in light of the history of what has not yet been permitted, there is no single truth to pronounce, only different ways of speaking? Oh. 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 Brother, hear this. Brother, listen. Brother, write this down. Maybe what we could do is read the Vita and then we start. Okay. No? Je vais lire la Vita seule. Élisabeth de Schonau, 1129-1164, était une abbesse bénédictine allemande. Elle était connue de son vivant pour sa sagesse prophétique et ses visions extatiques, dont les récits ont été retranscrits par son frère Egbert. En tout, 3 volumes rendent compte de ses descriptions de visions, allant de récits détaillés de visitations de Jésus et de Marie à des agressions du diable, en passant par des admonestations de figures du pouvoir contemporain. L'Église catholique reste divisée sur la valeur et le crédit à apporter aux visions d'Élisabeth Schonau. On ne sait pas dans quelle proportion, ni dans quel but, son frère,
à modifier et corriger ses dictées. Will body become a body? Au corps devient un corps, Become a cup? devient un stylo, une tasse, Become a devient thing that can une be chose à tipped and renverser spilled? et à répandre, Become a devient way of une spilling? manière de renversement. Will body become a Au body? corps devient Become un a corps, cup, un a stylo, pen, une a spilled tasse, thing? une chose renversée, Become a branch, devient a branche, rock, pierre, a shallow tombe grave? peu profonde, Become a bridge, devient pont, a call? appel. Will Au body corps become a devient voice voix and a way et of manière listening? d'écouter. As the Comme la earth terre listens to écoute grass l'herbe growing pousser overhead, ou les creusements des tombes, or to graves being dug. As a chicken listens comme to une the poule knife, écoute le couteau, the l'ombre shadow, to d'un a nuage passing en cloud. mouvement. All night, I sat up Je suis wondering. restée assise toute I la kept nuit, thinking it was quite émerveillée. Je simply pensais que unbelievable c'était tout in light of simplement the history that the incroyable, body à la is lumière de even l'histoire connected selon to the laquelle le soul, corps peut même être relié à l'âme, that the soul ou might que in any l'âme way puisse correspondre correspond d'une to what the quelconque soul is manière à not, ce que l'âme n'est pas, or that what the ou soul que ce is que not l'âme n'est might pas in puisse any être way autorisé be d'une permitted quelconque to manière à enter entrer or be ou être transmitted transmise by what par ce qui is, est, in à light la of the lumière de cette history, histoire, permitted a autorisé soul, à être une âme. or that Ou what que is ce qui est permitted a autorisé soul à être is, une âme in soit, light of the history, à la lumière de cette in histoire, any way d'une quelconque separate manière from séparée or d'eux ou communicable communicable without sans what ce has qui n'a not pas yet été been permitted, autorisé. or Ou that, que, oh body, au corps, divine corps body, divin, could it be se that peut-il after all there is qu'après nothing to tout, il rejoin? n'y ait rien à Could it rejoindre? be that in light of the history Se peut-il qu'à la lumière of de what cette has histoire, not yet been permitted, ce qui n'a pas été encore autorisé, there is no single truth to pronounce, il n'y ait only aucune vérité à different prononcer, ways of speaking? mais juste des façons diverses de parler. Oh, Oh, oh brother, hear me. oh frère, écoute-moi. Brother, listen. Frère, écoute. Brother, write this down. Frère, écris cela. Thank you. And for the final poem I'm going to read is going to move to an Italian actor, Franco Rama, who I was going to tell you a little bit about her, but I don't have to because the Vita says it. Franco Rama is her dates are 1929 to 2013. She's an Italian actress and playwright who was born into a theatrical family that could trace their roots back to Commedia dell'arte days and made her first appearance on stage at the age of only 8 weeks old. Together with her husband, Dario Fo, Rama wrote and starred in countless productions, performed to sold-out audiences in union halls and sports stadiums. The shows sought to entertain, raise awareness about political and social issues, and foster a sense of solidarity among the political left. In 1997, Fo accepted the Nobel Prize in Literature. He accepted it on behalf of himself and his wife, who, he emphasized, was an inextricable and elemental force within everything he wrote. What luck to find myself is the title of the poem. What luck to find myself like this, lit up at the end of a long and narrow beam. What luck to be at least briefly illuminated, a mote of dust, a coagulate, lit up. To find myself at the end, no, to be that end, a particular body, a mouth, and a way of opening. What luck to bite down and find there really is something out there to sink one's teeth into. What luck to see or begin to see in perfect darkness the becoming of teeth and lips, the glare of eyeglasses. To hear in silence the becoming of a laugh, a shout. To reach out and grasp or begin to, something to seize or be held by. It has to be this way.
you have to invent absolutely everything. You have to dream it all up, make it real. You have to let your hand hit on something when it reaches out. You have to give your words something to catch against. Thank you so much. Actrice et dramaturge, Franca Rame, 1929-2013, naquit dans une famille de gens de théâtre dont les racines remontaient à l'époque de la commedia dell'arte. Alors qu'elle n'avait que 8 mois, elle fit sa première apparition sur scène. Avec Dario Fo, son mari, Franca Rame écrivit de nombreuses pièces dans lesquelles elle tenait le premier rôle et qui jouaient à guichet fermé dans des stades et des assemblées syndicales. Ces spectacles cherchaient à divertir, à sensibiliser le public aux questions politiques et sociales et à encourager un sentiment de solidarité à gauche. En 1997, Dario Fo accepta le prix Nobel de littérature. Il souligna qu'il recevait le prix non seulement pour lui-même, mais aussi pour sa femme, car elle était la force fondamentale de tout ce qu'il écrivait. Elle en était indissociable. Et donc le titre, c'est « La chance de me trouver ». La chance de me trouver ainsi, mise en lumière, au bout d'un long faisceau, d'un long et mince faisceau, la chance d'être illuminé un court instant au moins, un grain de poussière, un caillot, prise, mise en lumière, de me trouver à la fin, non d'être cette fin, un corps singulier, une bouche, une façon d'ouvrir. La chance de mordre et de trouver qu'il y a vraiment quelque chose où les dents peuvent s'enfoncer. La chance de voir ou de commencer à voir dans la parfaite obscurité le devenir des dents et des lèvres, d'écouter en silence le devenir d'un rire, d'un cri, de tendre la main et de saisir, ou de commencer à saisir le devenir de quelque chose, à saisir ou qui s'empare de vous. Il faut que ce soit ainsi, il faut inventer, tout, absolument. Il faut tout rêver, rendre tout cela réel. Il faut laisser votre main heurter quelque chose quand elle est tendue. Vous devez donner à vos mots quelque chose à quoi ils s'accrochent. Merci. Thank you.